motif d'honneur et de privilège d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer ensemble la journée mondiale de l'alimentation. Je saisis cette heureuse opportunité pour dire mes hommages à toutes les instances ici présentes, notamment M. le recteur, tous les responsables qui ont fourni beaucoup d'efforts pour concrétiser cet événement. Je tiens aussi à remercier très vivement les étudiants ici présents, dans lesquels je vois un avenir souverain. Donc, je suis parfaitement conscient de l'horaire de mon intervention. Il est plutôt midi, temps de manger. Donc, je vais essayer d'être très succinct pour libérer l'assistance. Donc, droit à l'alimentation, un défi mondial. Donc, c'est le slogan de cette année. Et cette intervention va s'articuler sur 3 axes principaux. Premièrement, contexte de la journée mondiale de l'alimentation. Ensuite, insécurité alimentaire dans le monde. Et on finira par décrire le rôle de la recherche scientifique dans la sécurité et la résilience alimentaire. Donc je vais vous épargner les définitions pour la simple et bonne raison que Mme Medini vient de les décrire parfaitement. Donc les 4 piliers de la sécurité alimentaire sont la disponibilité, l'accès, l'utilisation et la stabilité. Donc, où est-ce que l'on est en Algérie selon ces 4 piliers? Donc, on ne peut pas se prononcer parfaitement sur la stabilité du système alimentaire algérien pour l'instant, mais on va essayer quand même de donner quelques chiffres, quelques statistiques sur l'état actuel de la situation alimentaire en Algérie, notamment concernant les dépendances en alimentation, l'impact des changements de climat, qui, les facteurs abiotiques ont un impact direct sur l'alimentation en Algérie, et qui est généralement néfaste. Il y a aussi un autre problème qui est la fluctuation des prix mondiaux des denrées alimentaires. Il y a quelques vulnérabilités des parties socio-économiques. Donc en Algérie, tel qu'on peut voir sur cette carte, l'Algérie a pu se démarquer par rapport aux autres pays africains, beaucoup plus, et même aux pays du Moyen-Orient, par le fait que les denrées alimentaires sont beaucoup plus disponibles que dans le cas des pays en voie de développement, selon les indicateurs des organisations spécialisées. Et donc là, on voit que c'est une anomalie statistique par rapport au grand nombre de pays qui souffrent de la disponibilité alimentaire, ou encore, comme on vient de voir ici dans la carte mondiale de pauvreté, on peut voir plus un pays est illustré d'une couleur foncée, plus il souffre de pauvreté. Donc, quand on a une population pauvre, c'est une population qui n'a pas accès à l'alimentation. Donc, on a parlé de la disponibilité. L'aliment, parfois, il est disponible, mais il n'est pas accessible. Et généralement, c'est la cherté qui entrave cet accès. Et maintenant, si on a une alimentation disponible et qu'on a les moyens pour subvenir, pour arriver à se procurer, et dans ce cas-là, l'accès est assuré. Chose que l'Algérie, on a davantage. Donc l'utilisation, la disponibilité d'alimentation ne suffit pas.
Donc on doit avoir une alimentation qui est saine, qui est équilibrée pour justement éviter les problèmes de santé, notamment le problème d'obésité. Je crois que là, je ne dois pas donner d'exemple. Donc vous avez un exemple qui est parlant. Concernant la stabilité, c'est la disponibilité des denrées alimentaires sur le temps. C'est-à-dire, si maintenant on a occasionnellement la chance d'accéder à l'alimentation, cela doit s'étaler sur le temps pour s'assurer de la stabilité alimentaire. Donc notre pays est un pays qui a des particularités concernant la répartition des cultures dans tout le territoire. On peut voir qu'il y a des zones dans lesquelles on peut apprécier des cultures qui sont très consistantes, d'autres endroits sont des endroits nus qui ne présentent pratiquement aucune culture. Donc à quoi cela est dû? Cela est dû généralement aux effets de la sécheresse, de la désertification, aux vulnérabilités des régions arides et semi-arides où se situe notre région. Donc là, il y a une nécessité d'adapter les pratiques agricoles au changement climatique. Donc nous avons des acteurs sur le terrain et nous avons des acteurs dans la communauté de recherche scientifique. Malheureusement, ce sont deux acteurs qui parlent deux langages très différents. Donc soit on essaie de mettre l'union entre ces acteurs et d'autres acteurs, soit on apprend à parler le même langage. Là intervient le rôle des politiques de l'État, bien sûr, de la stratégie nationale qui vient de récolter le fruit, qui vient d'être couronnée de succès, et l'impact de la communauté académique, de la recherche scientifique, dans la proposition des solutions techniques aux problèmes de terrain. Donc, on peut voir les indicateurs en 2024, les indicateurs économiques de l'Algérie. On voit qu'il y a une nette amélioration dans la performance économique du pays. Dans quel contexte? Donc, c'est dans un contexte d'insécurité alimentaire mondiale. Vu les conséquences du conflit, vu les disettes alimentaires, les famines qui frappent aux portes de quelques pays malheureusement. Donc là, contrairement à l'habitude des experts, des scientifiques et de toute la communauté qui ne cessent de tirer les sonnettes d'alarme, je ne sais combien de sonnettes on a tiré jusqu'à présent, là, je m'adresse à mon auditoire d'un ton très optimiste, contrairement à ma nature humaine. Et donc là, l'insécurité alimentaire, il est vrai qu'elle augmente en Afrique, mais elle est en nette diminution en Algérie, selon les statistiques des organisations internationales. Donc, on est classé 24e sur 113 pays au monde, et on est sur le point d'atteindre l'autosuffisance dans beaucoup de produits alimentaires, commençant par le blé, qui constitue l'essence majeure consommée par l'Algérien depuis le début du monde. Donc, cependant, il y a toujours une dépendance qui persiste. Pour l'instant, on a une dépendance sur le blé. Si on arrive à résoudre le problème, on va certainement voir d'autres dépendances pour d'autres denrées alimentaires. Maintenant, quelle est la solution? Donc, on a décrit la stratégie nationale qui a permis d'arriver à cette autosuffisance, qui pouvait remonter la pente au moment opportun, heureusement quand c'est rattrapé à temps. Et là, on devient premier producteur du blé au Maghreb, deuxième en Afrique. Et ce sont des statistiques qui sont très
très bonne par rapport aux performances des années précédentes. Alors, il y a un plan de développement qui réunit les décideurs, les acteurs, partenaires socio-économiques et les chercheurs dans les universités. C'est un secteur qui contribue à une économie prospère et diversifiée, comme on vient de décrire. Donc l'université devrait assurer l'innovation, la valorisation de la recherche et l'action citoyenne. Les priorités donc visent à assurer la sécurité alimentaire, une sécurité parmi les 3 S sur lesquelles se base le programme de développement de l'État. Donc, quels sont les objectifs de ce programme qui est consacré justement pour le secteur de la recherche scientifique? C'est consolider une politique agricole durable, améliorer la production des protéines. Pourquoi protéines? Parce que ce sont les protéines qui font la différence entre un aliment consistant et un aliment qui est moins consistant. Ça veut dire que si on peine à avoir une bonne alimentation, le premier problème serait la ration protéique dans nos assiettes. Lutter contre la dégradation des écosystèmes. Oui, si maintenant on arrive à une autosuffisance, si on arrive à remplir son assiette, si on arrive à bien manger au détriment des ressources naturelles, donc là il faut revoir la stratégie. Donc il faut avoir une assiette délicieuse, pleine, saine, savoureuse, mais tout en équilibrée, mais tout en gardant et préservant le patrimoine naturel. Aussi gérer les sources en eau. Et donc là, je viens de mettre l'accent sur le point qui a été déjà décrit par Madame Medouni concernant l'économie de l'eau. Alors, donc il y a des projets collaboratifs, et c'est une première à laquelle on vient d'assister ces dernières années, dans laquelle il y a l'implication des chercheurs, des partenaires socio-économiques, par le biais de la coordination par les institutions spécialisées d'État. Et donc là, nous avons une agence thématique. Cette agence thématique est spécialisée en sciences de la nature et de la vie et qui a pour mission d'assurer la coordination entre tous les secteurs. Donc là, on a 2 expériences qui ont réussi. La première expérience, c'est la création d'un réseau thématique national d'agriculture saharienne et la création d'un autre réseau thématique de plantes aromatiques et médicinales, dans lequel on a interpellé tous les experts nationaux, que ce soit à l'université ou ailleurs, et qui travaillent sur le terrain et qui sont en train de rédiger la stratégie nationale de l'État. Ça veut dire que c'est les décideurs au plus grand sommet d'État qui ont interpellé ces experts pour justement leur donner un avis technique qui va les orienter dans leur stratégie nationale dans l'avenir. Donc voici un exemple dans lequel on peut assister l'agriculture par des techniques de pointe, chose qui vient d'être concrétisée par la création d'un laboratoire d'agriculture de précision dont le directeur est là. Je salue donc tous les efforts qui ont été consentis dans l'optique de la concrétisation de ce laboratoire. Je tiens aussi à réitérer mes remerciements aux efforts de recherche fournis par les autres laboratoires de recherche dont je fais partie. Et donc c'est une technique parmi d'autres techniques qui permet d'évaluer toutes les cultures sur un espace très étendu. Ça veut dire qu'on peut estimer la surface agricole cultivée, qu'on peut proposer des scénarios qui permettent justement de faire le choix optimal des essences à cultiver, et il y a beaucoup de solutions techniques dont les experts peuvent intervenir. Donc, en allant depuis l'échelle globale du globe terrestre jusqu'à la valorisation des ressources naturelles. On a toujours dit que l'Algérie présente un gisement inépuisable de ressources naturelles
qui doivent être valorisées. Le problème, c'est pour valoriser une ressource naturelle, il faudrait d'abord la connaître. Malheureusement, on a encore du mal à bien connaître nos ressources. Je vous donne l'exemple de l'huile d'olive. Pour les personnes qui sont ici présentes et qui ont pratiquement mon âge, je ne parle pas des jeunes qui peut-être ne se souviennent pas des allergies du printemps. Donc il y a des allergènes qui provoquent des hypersensibilités de pollen. Dans cette région, au plateau de manière générale, il n'y avait pas d'allergie due au grain de pollen. Qu'est-ce qui a fait que dernièrement, il y a des personnes qui deviennent de plus en plus vulnérables à la présence du pollen? C'est tout simplement parce qu'il y a une remontée agricole dans la région dans laquelle il y a une production massive d'olives. Donc il y a des olivers qui sont un peu partout, tels qu'on peut témoigner sur la figure qui est présentée. Et donc là, l'Algérie devient 7e producteur mondial d'huile d'olive. Pourquoi? Parce qu'il y avait un conflit en Syrie, il y avait un parasite qui attaque les oliviers en Italie, la Tunisie n'arrive pas à produire assez d'huile d'olive, et donc là, l'Algérie peut atteindre quand même un endroit très prisé par les autres pays producteurs d'huile d'olive. Le problème dans l'huile d'olive, c'est un problème de manœuvre frauduleuse. Donc là, si on arrive à décrire des normes algériennes pour nos produits de terroir, pour des produits qui sont naturels, qui sont bio, et dans lesquels, je ne vais pas dire qu'il y aura certainement pas de frauduleuse, mais qu'on doit d'abord avoir notre empreinte de qualité de nos produits nationaux pour justement arriver à avoir une appellation d'origine certifiée qui va protéger le produit et qui va promouvoir la production nationale, justement pour arriver à une exportation viable et dans le but suprême de réduire la facture alimentaire. Donc voici une autre intervention dans laquelle nous sommes allés dans la profondeur. Donc là, depuis une échelle terrestre, on est arrivé à une échelle moléculaire, dans laquelle on a pu déterminer l'empreinte chimique de l'huile d'olive algérienne. Et c'est un premier pas qui va nous permettre justement d'avoir un label qualité qui va protéger le produit et qui va quand même faire la promotion de ce produit dans le monde entier. Je termine par cela et je vous remercie.